nous reprenons nos travaux après ce panorama très complet qui nous a été livré dans la première table ronde sur les orientations de la politique étrangère du mandat qui s'achève de l'administration Obama. Et Camille Grand, dans son intervention, a souligné tout l'intérêt de faire aujourd'hui ce bilan sur la politique étrangère et stratégique, en fait, d'Obama, en posant des questions qui finalement sont restées un peu indécidées, en particulier dans la perspective que nous avons, nous, Européens, des résultats un peu de cette politique étrangère, qu'il s'agisse des questions liées à la politique iranienne, des rapports avec la Russie, on l'a vu avec Isabelle Facon, ou avec l'Asie en général, et la Chine en particulier, avec Valérie Niquet, qu'il s'agisse du rebasculement éventuel qu'on a déjà cité, de la politique américaine dans le Pacifique. Et donc, à la suite de ce panorama très complet, à mon sens, des grandes incertitudes, finalement, qui imprègnent ce mandat, il semble particulièrement intéressant, cette fois-ci, d'étudier le volet défense, on va dire, de cette politique, ou tout au moins les implications en matière de défense qui sont liées à la conduite de cette politique étrangère. Alors, là encore, ce qui est intéressant, c'est de mesurer, je pense, l'effet de l'arrivée au pouvoir, en fait, de cette nouvelle présidence, enfin, cette présidence actuelle, à la suite d'une présidence très marquée dans ce domaine, hein, la présidence de son prédécesseur George Bush. Et donc, on a avec nous trois très bons experts des questions de défense et des politiques de défense, avec une intervention en premier lieu d'Yves Boyer, donc directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, bien qui va essayer de voir quelles sont de nous donner un peu son analyse des conséquences et des implications de cette politique étrangère, de cette vision du monde qu'a la présidence Obama sur l'Alliance Atlantique. Sommet de Chicago, on sait toute l'importance qui est donnée des deux côtés de l'Atlantique, peut-être pour des raisons différentes, à cette alliance et aux évolutions de l'alliance. Et donc, on va écouter avec intérêt cette mise à jour, finalement, peut-être vue des États-Unis, de l'importance, ou de la moindre importance, de l'alliance. Et puis, on va ensuite s'intéresser à l'appareil de défense lui-même, de manière plus particulière, avec en premier lieu une intervention de Nicole Villebout, qui occupe la place qu'occupait Valérie Niquet dans le panel précédent, avec une réflexion sur la politique de défense, cette fois-ci, sur l'élaboration de cette politique et sur les grandes orientations qui la marquent. Donc, en particulier en posant la question, va-t-on vers la fin des engagements irréguliers, qui sera un peu le fil conducteur, hein, je pense pouvoir le dire, de votre intervention. Et ensuite, Philippe Gros, chercheur à la FRS, qui, lui, nous détaillera un autre aspect de cette politique de défense, je dirais, dans ses mécanismes les plus profonds, pour nous donner un peu sa vision des restructurations éventuelles, ou des continuités aussi, qui existent dans ce domaine. Donc, en premier lieu, et sans plus attendre, je donne la parole à Yves Boyer sur la question de l'OTAN. Merci Xavier. Donc, la question à laquelle je vais non pas essayer de répondre, mais essayer de donner quelques éclairages, c'est de savoir quelle est la place qu'occupe l'OTAN dans les préoccupations des autorités américaines. Alors, ce que je voudrais essayer de dire, c'est que si ces autorités américaines continuent à considérer l'organisation atlantique comme vecteur de leur influence politique en Europe, elles constatent néanmoins le lent dépérissement de l'organisation militaire intégrée. Alors, ce lent dépérissement, il est en quelque sorte un petit peu masqué. Il est masqué notamment par deux facteurs qui, je crois, doivent être pris en considération. Le premier facteur, c'est toute une politique de communication. Alors jadis, on aurait parlé de propagande. Alors c'est pas bien de parler de propagande, on va parler de politique de communication. Alors rappelez-vous, le sommet de Lisbonne, c'était le sommet historique de l'OTAN, le plus historique de l'OTAN depuis sa création. Et le sommet de Chicago, eh bien, il avait deux fonctions. Il avait comme fonction d'être, au début on l'appelait
Implementation Summit, c'est-à-dire le sommet qui suit Chicago et qui va attester de la mise en œuvre des décisions prises à Chicago. Et puis, le sommet de Chicago, c'est aussi à usage de politique intérieure, puisque c'est le premier sommet de l'OTAN qui se tient aux États-Unis depuis 13 ans. Il se tient à Chicago, ville du président Obama. Donc, il y a aussi toute une dimension de politique intérieure américaine, ce qui est tout à fait légitime. Deuxième élément qui oblitère un petit peu, qui masque un petit peu ce lent dépérissement, c'est, j'allais dire, la multitude des réunions, des colloques qui sont plus ou moins financés par des institutions qui sont proches de l'OTAN. Donc, c'est tout à fait légitime, ce sont des colloques tout à fait intéressants. Mais si vous voulez, cette prolifération de réunions, de séminaires, etc., ça permet de garder présent à l'esprit l'image de l'OTAN. Elle est là, mais elle est là à travers le buzz qu'on en fait. Alors, en réalité, il me semble que les Américains ont pris conscience du dépérissement de l'OTAN. Dépérir, c'est s'affaiblir graduellement. Hein. On voit bien là. Oui, voilà. On voit bien que dans cette idée de dépérissement, il y a quand même le moyen terme. Alors, quels sont les symptômes de ce dépérissement tels qu'on peut les analyser vu de Washington et quelles peuvent en être les conséquences pour nous en Europe? Alors, les symptômes tout d'abord. Alors d'abord, le retrait militaire américain d'Europe se confirme. Et ces causes sont profondes. Alors, il se confirme parce que, finalement, depuis plusieurs années, on voit une série de mesures qui sont prises par les autorités militaires américaines et qui aboutissent au retrait de certaines unités. Et là, dans les 2 ans qui viennent, il y a 2 brigades de l'armée de terre américaine qui vont quitter l'Allemagne, la 170e et la 171e, ce qui fait que les effectifs de l'armée de terre américaine présents en Europe, à l'issue du retrait de ces 2 brigades, sont de l'ordre de 30 000 hommes. Il faut les comparer aux 277 000 hommes qu'il y avait au début des années 90. Et au total, ce sera un petit peu moins de 70 000 hommes que les Américains déploieront en Europe. Alors, les raisons de ce retrait sont connues. Elles tiennent à la politique intérieure américaine et à la révision des intérêts nationaux américains. Alors, en premier lieu, si on voit la politique intérieure, il y a d'abord le problème du budget. Hein. Alors, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais simplement, le déficit annuel du budget américain, c'est 1 390 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Si on voit les postes de dépenses, j'ai regardé pour le mois d'avril. Alors, c'est simplement un mois, ça peut fluctuer d'un mois sur un autre. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la principale dépense, en tout cas ministérielle, c'est le Department of Health and Human Services, 55,4 milliards de dollars pour le mois d'avril. Ensuite, on a le budget militaire, le budget du Pentagone, 43,8 milliards de dollars. Ensuite, on a les intérêts de la dette, 30 milliards de dollars. Et quand on regarde sur le moyen terme, on voit qu'en réalité, les intérêts de la dette talonnent de plus en plus le budget militaire. Et il y a un moment où, finalement, ces intérêts de la dette vont peut-être équivaloir au budget de la défense, en tout cas si on prend les dépenses annuelles. Alors, à cela s'ajoute évidemment le déficit commercial, s'ajoutent un certain nombre de dépenses en matière de sécurité sociale qui ne sont pas comptabilisées comme dépenses ministérielles. Bref, il y a un énorme problème budgétaire et on peut se dire que puisque le budget du Pentagone de 2001 à 2011 a augmenté en valeur réelle de 110%, on peut peut-être faire quelques coupes et on en a parlé lors de la première séance. L'idée, c'est de réduire de 487 milliards de dollars les dépenses du Pentagone dans les 10 années qui viennent. Mais donc ça, c'est un problème proprement américain et vraisemblablement, il y aura d'autres coupes qui vont être annoncées. Mais vu de Washington, on peut se dire, on fait d'énormes efforts malgré nos difficultés budgétaires, etc., etc. Et en Europe, c'est l'inverse. En matière militaire, c'est l'effondrement ou le quasi-effondrement. Et par conséquent, pour les Américains, ce différentiel en matière de dépenses de défense est un différentiel qui est extrêmement préoccupant et
je crois que c'est Robert Gates qui, en juin dernier, disait que si rien n'était fait du côté européen pour remédier à ce différentiel qui s'accroît, eh bien, il prévoyait un avenir très sombre pour l'Alliance, et je le cite en anglais, il prévoyait a dim, if not dismal future for the Alliance. Alors, vous m'avez à peu près compris. Enfin bref, il est en train de nous dire que si rien n'est fait, eh bien, l'Alliance risque de connaître une fin rapide. Alors, pour les Américains, il y a une équation assez simple. Les Européens ne font pas assez. Nous, on fait beaucoup, mais il va falloir réduire. Et réduire, c'est couper dans les effectifs, c'est couper dans les garnisons. Et là, revient la politique intérieure américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis 1989, il y a un cycle de réduction des bases et des effectifs, mais notamment des bases. C'est un cycle qui s'appelle le BRAC. Eh bien, dans la perspective d'un nouveau round de BRAC, eh bien, on voit bien que les parlementaires, sénateurs, membres de la Chambre du Congrès vont dire écoutez, ne coupez pas, ne supprimez pas la base qui se trouve dans mon État, l'Ohio, le Dakota du Nord. On va plutôt regarder ce qui se fait à l'étranger. Regardez en Europe, on a quand même beaucoup d'installations, on a encore des garnisons. Ben, c'est là qu'il faut couper. Donc, si vous voulez, là, on a une dynamique qui va renforcer l'éloignement l'éloignement militaire américain de l'Europe en termes de déploiement. On a également, comme cause profonde de ce dépérissement, de cet éloignement, la réévaluation des intérêts nationaux américains. On l'a évoqué ce matin, c'est évidemment le poids de l'Asie, de plus en plus important, c'est un changement de génération dans la conduite de la politique extérieure et de défense américaine, donc une nouvelle perception du monde. Et à Washington et ailleurs, on se tourne vers d'autres horizons quand on voit les problèmes de la géopolitique mondiale ou de défense. Et on se tourne évidemment davantage vers le Japon, vers l'Australie, la Corée du Sud, etc. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le dernier document, les Strategic Guidance, qui ont été signés par le président Obama en janvier dernier, eh bien, le mot Asie vient 9 fois, le mot OTAN 2 fois, et encore, c'est presque dans les annexes. Donc on voit bien, il y a un changement de regard, c'est un fait, il n'y a rien à dire. Autre élément à prendre en considération relatif à cet éloignement, c'est que finalement, les Américains ont été engagés à l'extérieur de façon très durable et assez massive. Et eh bien, ils font un petit peu le bilan. Et l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas être trop surexposé lors d'engagements outre-mer qui ne mettent pas en jeu directement les intérêts ou les grands intérêts américains. Et par conséquent, l'idée, c'est de servir d'offshore balancer, de contrepoids au-delà des mers. C'est une vieille idée, elle a été évoquée lors du débat sur la révolution dans les affaires militaires à la fin des années 90. Donc bien sûr, on va aider nos alliés où qu'ils se trouvent, mais on va leur fournir des multiplicateurs de force, des renseignements, des ravitailleurs en vol, etc. Et on a vu que cela s'était passé lors de l'opération contre la Libye. L'organisation militaire américaine, de son côté, est en train de tirer les leçons de cette évolution géostratégique et de ce dépérissement de la place de l'OTAN dans la géostratégie américaine. Et comme mesure un petit peu emblématique de cet éloignement, je voudrais signaler la suppression du Joint Forces Command américain qui était colocalisé avec l'Allied Command Transformation de l'OTAN. Et donc là, il y avait vraiment une symbiose, une étroite coopération entre un grand commandement militaire américain et le commandement de l'OTAN. Donc ce cordon ombilical a été coupé. Alors du côté de l'OTAN, on nous rassure, on dit oui, mais vous inquiétez pas, en fait, les liens qu'on a tissés, désormais, c'est entre ACT, Allied Command Transformation, et le Joint Staff. Mais le Joint Staff, c'est une structure bureaucratique, c'est pas une structure de décision. Le Joint Staff n'a pas du tout le poids dans l'appareil de défense américain qu'ont les grands commandements combattants, les combatant command. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a un éloignement qui s'est produit. Alors, s'il y a éloignement, s'il y a sensation d'un dépérissement, ça ne veut pas dire que les États-Unis abandonnent l'Europe. Et ils proposent finalement aux Européens, alors comme j'ai un mauvais esprit, je vais dire des lots de consolation, mais soyons un peu plus diplomates en disant que les Américains proposent une série de projets à
leurs amis européens comme signe tangible de l'alliance américaine. Alors, je vais en évoquer quelques-uns de ces projets ou de ces lots de consolation. La lutte contre la cybercriminalité. On voit bien que les Américains sont en pointe au sein de l'OTAN, donc ce qui permet accessoirement de voir un petit peu ce que font leurs partenaires en la matière, c'est toujours utile. Dans la lutte antiterroriste, là, il y a un intérêt commun, évidemment, il n'y a rien à dire. On retire des forces, mais on dit en même temps, écoutez, il va y avoir une rotation périodique d'unités américaines qui vont venir ou qui vont revenir en Europe. Ça permettra de s'entraîner ensemble, de manœuvrer, de tisser des liens, etc. Donc ne vous inquiétez pas, on est là, on continuera à s'entraîner ensemble, et puis éventuellement, ce type de rotation permettra d'augmenter, le cas échéant, le potentiel restant s'il le fallait. Et puis, il y a évidemment la défense antimissile. Alors, on sait que depuis 2 ans, 1 an, là, on nous annonce du côté américain la présence d'unités navales qui seront basées à Jota, en Espagne, 4 croiseurs Aegis, éventuellement la construction d'un radar en Turquie et des missiles ABM éventuellement déployés en Pologne et en Roumanie. Alors là, les Américains, à mon avis, font d'une pierre deux coups. D'une part, eh bien, ils contribuent à, entre guillemets, protéger leurs alliés européens avec la réaffirmation derrière cela de leur leadership sur les affaires de sécurité européenne. Et puis en même temps, ils servent leurs intérêts nationaux, ce qui est tout à fait légitime, parce que pour eux, l'Europe, alors c'est un raccourci excessif et je suis sûr que vous pourrez me reprendre là-dessus, l'Europe, c'est Ramstein. Enfin, c'est Ramstein-Landstuhl. Ramstein, c'est le principal hub américain en matière de transport aérien. 82% des hommes qui ont combattu ou qui combattent soit en Irak, soit en Afghanistan, transitent par Ramstein, 82%. Et Landstuhl, c'est le grand hôpital militaire américain où les grands blessés sont rapatriés, sont amenés pour être traités comme il convient. Donc Ramstein, c'est vraiment un élément clé du dispositif américain en Europe, puisqu'à partir de Ramstein, vous allez vers l'Asie centrale, vous allez vers le Proche-Orient, et puis évidemment, vous êtes en Europe. Donc là, c'est une pièce essentielle qu'il convient aussi de protéger. Donc on voit bien, il y a une prise de distance des Américains à l'égard de l'OTAN, et cette prise de distance, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est manifestée lors de l'opération en Libye. On en a vu les prémices lors de l'opération militaire au Kosovo, avec l'idée que pour les Américains, pour les militaires américains, plus jamais de guerre par comité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces Européens qui vont nous dire non, ne bombardez pas telle cible parce que ça pourrait avoir telle et telle conséquence politique. Ça a été très mal vécu par la haute hiérarchie militaire américaine. Il y a eu l'unilatéralisme de l'administration Bush. Alors je sais bien qu'il faut célébrer l'amitié avec les Américains, et c'est vrai, ce sont nos amis, nos alliés, mais enfin, il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé. Et il y a quand même eu une détérioration de l'alliance avec l'épisode de 2003. Et là, je ne pense pas aux Français, je pense aux Turcs et aux Allemands. Les Turcs ont refusé le transit de la 3e division américaine à travers le territoire turc, et les Allemands ont eu la position qu'on connaît. Et donc, il y a une insatisfaction croissante, réelle, manifeste à Washington, au sein de l'institution militaire américaine, au sein du Congrès, à l'égard de l'Europe, à l'égard de leurs partenaires européens, dont les budgets militaires sont sans cesse en baisse. Aujourd'hui, 3/4 des dépenses militaires de l'OTAN globale, ce sont les Américains. On est à Washington, on regarde ce que dépensent les Britanniques. 7,7% du budget de l'OTAN. Ce n'est pas beaucoup. Les Français, c'est 6,6%. Alors, je ne parle pas des autres États, je ne les citerai pas, mais enfin, on peut regarder les pays baltes, etc. C'est rien du tout, en fait. Donc, on en tient compte, et donc, on confère à ses amis, à ses alliés européens, un statut qui est celui de supplétif. On a connu ça dans notre histoire. Et avec ces supplétifs, et notamment avec ceux d'Europe centrale et orientale, on a développé des relations extrêmement étroites, notamment avec un programme qui s'appelle le National Guard State Partnership Programme. Et quand vous allez sur le site de EUCOM, du European Command américain, on vous dit que le SPP, donc le State Partnership Programme, continues as one of EUCOM's most effective security cooperation programs. Vous comprenez avec mon accent anglais,
pas trop difficile. Donc voilà, alors le SPP, c'est un jumelage entre des gardes nationales de certains États et les armées d'Europe centrale et orientale. Ainsi, l'Alabama est jumelé avec l'armée roumaine, l'Illinois avec l'armée polonaise, le Maryland avec l'Estonie, l'Ohio avec la Hongrie, etc. etc. Et ce n'est pas seulement un jumelage d'amitié, de témoignages de sympathie, etc. C'est un jumelage qui va avec jusqu'à l'insertion d'officiers américains dans ces armées. C'est la définition de normes, c'est les nouvelles méthodes de communication, etc., où tout finalement est imprimé, ou est donné par les États-Unis. Évidemment, ça crée un lien extrêmement étroit, certes, mais ça fait d'un certain nombre de ces pays, le mot est peut-être fort, mais je l'utilise, des supplétifs plus que des alliés ou des partenaires. Alors, en même temps, on voit aussi que, globalement, tout ce qu'on a essayé de faire au sein de l'OTAN, ça ne marche pas. Mettons-nous une fois de plus à Washington. Vous êtes au Pentagone, vous regardez vos partenaires européens, vous regardez l'OTAN. Alors, en 1999, on a eu la Defense Capabilities Initiative, un projet ou une série de projets destinés à mobiliser les Européens sur un certain nombre d'investissements pour des programmes militaires. Ça n'a pas été très loin. On a créé la NATO Response Force pour justement essayer d'avoir un outil militaire un petit peu mobilisant des capacités, des savoir-faire européens. La NRF, ce n'est pas un grand succès. En 2002, lors du sommet de l'OTAN à Prague, on a eu les Prague Capabilities Commitment. Il n'y a pas eu grand-chose de fait. À Lisbonne, on a eu le Critical Capabilities Package. Est-ce que ça donne beaucoup de choses? Je n'en sais rien. Alors aujourd'hui, avec le sommet de Chicago, on a eu un buzz fait autour d'une nouvelle idée, semble-t-il, magnifique, la Smart Defense, avec 3 objectifs. Eh bien, finalement, une forme de priorité donnée à un certain nombre de capacités militaires, mais dans un cadre otanien. La coopération, c'est l'idée finalement de mettre ensemble des capacités pour avoir un effet sur le champ de bataille éventuellement, et la spécialisation. Mais là aussi, on peut s'interroger sur la portée de cette Smart Defense. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que dans le cadre de la prioritization, cooperation and specialization, eh bien, ça favorise, ou en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui déplaît à l'industrie américaine, qui déjà investit énormément en Europe. Le programme F-35, du chasseur F-35, est une impasse qui coûte des sommes astronomiques pour les Européens et qui remet en cause leur capacité à posséder une armée de l'air qui aura très peu d'avions compte tenu du coût unitaire de l'appareil. Les Hollandais vont passer finalement d'une armée de l'air avec 140 chasseurs bombardiers à peut-être 40 F-35. Ça veut dire 40 F-35, vous en avez peut-être 20 qui sont opérationnels. Donc vous voyez, quand même si l'appareil a des capacités supérieures au F-16, bien sûr. Et puis le sommet de Chicago, c'est un merveilleux contrat pour Northrop Grumman qui, dans le cadre du programme de l'OTAN de surveillance au sol, l'AGS, a signé avec l'OTAN un contrat d'1,7 milliard de dollars, ce qui n'est pas négligeable, pour l'achat de 5 drones américains, des Global Hawk, qui seront basés à Sigonella, en Italie. Alors, en conclusion, quelles peuvent être les conséquences de cet éloignement américain de l'OTAN? Je dis bien éloignement, donc c'est le long terme, mais la tendance, elle est là. Eh bien, c'est peut-être de considérer, en effet, pas jouer à l'autruche, et de considérer qu'il y a vraiment une nouvelle orientation stratégique américaine, que celle-ci est irrémédiable, elle se comprend en fonction de l'évaluation des intérêts nationaux américains, et qu'on a un différentiel en termes de moyens et de capacités entre les Européens et les Américains qui va s'accroître. Eh bien, à partir de là, eh bien, il faut peut-être redéfinir les modalités de notre coopération avec les États-Unis en acceptant une différenciation croissante entre Européens. D'un côté, on peut avoir des Européens qui pourront coopérer
en matière tactique avec les Américains. Ils enverront un bataillon, une compagnie, etc. Et puis quelques autres Européens, je pense aux Français et aux Britanniques en particulier, mais on peut y inclure les Allemands, qui pourront développer une coopération peut-être plus fructueuse et portant sur le niveau opératif, par exemple. On peut également aussi, je crois qu'il faut réfléchir aux conditions selon lesquelles, malgré cet éloignement, malgré ce dépérissement de l'OTAN, comment préserver l'Alliance atlantique, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui nous lie d'un point de vue diplomatique. On a évoqué ce matin la dimension culturelle et les valeurs. Donc ça, je crois que c'est un bien inestimable, il faut le préserver. Mais il faut le préserver, sachant qu'au demeurant, la dimension militaire de cette alliance atlantique est en voie de dépérissement. Donc tout ça fait beaucoup de questions, mais je crois que c'est l'intérêt d'essayer de porter un diagnostic un petit peu réaliste pour justement réfléchir aux nouvelles conditions d'un partenariat qui pourra durer entre les États-Unis et les alliés européens de l'OTAN à l'avenir. Merci. Merci beaucoup Yves pour cette mise à jour, je dirais, de la politique américaine vis-à-vis de l'OTAN. Ce qui m'a frappé, mais on y reviendra je pense dans les questions, c'est évidemment l'enjeu pour les États-Unis de se désengager, je dirais, d'un point de vue technique, tout en gardant une forte présence normative. Et c'est peut-être là, sans doute, d'un point de vue politique, je dirais, le cœur de leur stratégie future vis-à-vis de l'Alliance atlantique. Maintenant, je passe la parole à Nicole Villebout, qui est donc chercheur associée à la Fondation pour la recherche stratégique, donc sur les orientations de la politique de défense de l'administration Obama. Oui, merci. Donc, je vais vous parler, revenir sur quelques évolutions marquantes de la politique de défense des États-Unis sur les 4 dernières années, mais en me focalisant sur un aspect particulier, celui de la poursuite ou non de la réorientation qui a été entreprise à partir du milieu des années 2000 vers la préparation des campagnes irrégulières. Alors, ça n'est qu'un aspect de la politique de défense, mais c'est un aspect qui est quand même très important et qui sera complété par la suite par l'intervention de Philippe Gros, qui va traiter, disons, d'autres aspects de la politique de défense. Alors, cette réorientation vers les campagnes irrégulières était une évolution majeure de la politique de défense américaine, une véritable transformation qui remettait en cause celle qu'avait portée Donald Rumsfeld en 2001-2003. Et l'objectif alors, c'était de développer les compétences des armées américaines dans des domaines qu'elles maîtrisaient moins bien, pour utiliser un euphémisme, que le combat classique, et des domaines qui étaient désormais jugés indispensables à la conduite des campagnes de la longue guerre. Alors, la notion d'opération irrégulière, pour commencer, il faut rappeler que ça reste un terme et un concept qui est extrêmement discuté et difficile à définir. Éventuellement, on pourra revenir dessus dans les questions. Schématiquement, on peut dire que du point de vue des États-Unis, ça recouvre principalement les activités liées à la contre-insurrection et des activités associées de stabilisation, reconstruction, la guerre non conventionnelle, le contre-terrorisme, et puis ils mettent aussi dedans le Foreign Internal Defense, qui est en fait une branche, si on peut dire, de la contre-insurrection. La volonté de développer les capacités américaines dans tous ces domaines s'est traduite par quelques grandes initiatives sous la présidence de George Bush, des directives du département de la Défense instaurant une égalité entre ce type de campagne et le combat classique, des orientations données dans la Quadrennial Defense Review de 2006 et dans la National Defense Strategy de 2008, et puis surtout dans la très large publicité qui a été faite autour du manuel de contre-insurrection de l'Army et du Marine Corps, le manuel de 2006, dont la mise en application a été présentée comme la source, je dirais, du tournant en Irak, permettant de rétablir la situation sécuritaire à partir de 2007. Alors, malgré tous ces efforts, la question de l'ampleur, de la pérennité de cette évolution a été posée très rapidement. Il faut dire que le développement des compétences irrégulières est considéré par une majorité d'observateurs, d'experts américains, comme une évolution forcée, difficile, compte tenu d'une culture stratégique américaine, d'une préférence traditionnelle des armées pour les guerres classiques. Ça explique à la fois l'intérêt qui a été suscité par les adaptations entreprises à partir de 2005 et en même temps donc, la persistance d'interrogations sur l'avenir de cette évolution. Est-ce que ce serait simplement une parenthèse ou une véritable transformation de l'appareil de défense ?
Sous le mandat de Barack Obama, on a pu constater une évolution progressive, tendancielle de l'appareil de défense vers un retour aux préoccupations classiques, donc l'aspect que va développer ensuite Philippe Gros, tandis qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a fortement l'impression que l'ère de la contre-insurrection-stabilisation est en train de se refermer, ce qui ne veut pas dire que toutes ces activités et les compétences acquises soient remises au placard, comme ça avait pu être le cas dans les années 70 après la guerre du Vietnam. Alors cette évolution, on la voit bien sûr d'abord dans les orientations stratégiques définies par l'administration Obama, même s'il faut rappeler que l'engouement pour les opérations irrégulières ne provient pas au départ d'un choix politico-stratégique. C'est plutôt la réponse aux exigences de terrain, aux difficultés en particulier de la campagne en Irak, qui a amené cette adaptation. Mais elle a été soutenue et puis promue à partir de 2006 au moins par les autorités nationales américaines. Donc le changement d'administration en 2009 pouvait très bien avoir un impact sur la poursuite de cette évolution, puisque les priorités nationales, la vision du rôle de l'instrument militaire n'étaient évidemment pas les mêmes entre l'administration Bush et l'administration Obama. Le nouveau président affichait clairement sa volonté de rupture sur toutes ces questions, avec les manifestations symboliques comme la décision du désengagement rapide d'Irak et l'abandon de toute la rhétorique autour de la guerre contre la terreur. Mais en fait, plus que la rupture, le mandat de Barack Obama se caractérise, de mon point de vue, surtout dans le domaine de la défense, par une logique de transition. C'est un terme que l'on retrouve aussi bien dans la National Security Strategy de 2010, dans la stratégie militaire de 2011, et puis dans les nouvelles priorités pour la défense donc, qui ont été définies en janvier dernier. Jusqu'en 2011, en gros, c'est la continuité qui prévaut dans la politique de défense, en particulier en ce qui concerne l'importance accordée à la guerre irrégulière. Mais les évolutions internationales et puis surtout la pression budgétaire croissante conduisent à une réorientation qui est aujourd'hui nettement affichée par l'administration Obama. Pour revenir un peu sur la continuité, le facteur essentiel en est certainement le maintien en poste du secrétaire à la Défense, Robert Gates, qui avait été nommé par George Bush en décembre 2006 et qui est donc resté secrétaire à la Défense jusqu'à la fin juin 2011, ce qui lui a donné, je dirais, un mandat avec une durée suffisante pour pouvoir tenter de mettre en œuvre ses objectifs. Et il a bénéficié aussi d'une très faible intervention du président Obama dans les choix et les orientations de défense, au moins on peut dire jusqu'en 2011. Gates était un fervent promoteur du rééquilibrage de l'appareil de défense vers les capacités dites irrégulières. Et donc, il a imprimé d'abord sa marque dans la National Defense Strategy de 2008. Alors certes, elle a été réalisée sous l'administration Bush, mais elle n'a pas eu de successeur. Il n'y a pas eu de nouvelle stratégie de défense sous l'administration Obama. C'est le document de 2008 qui a servi de base aux travaux ultérieurs du DOD, que ce soit la révision des rôles et missions de 2009 ou la QDR de 2010. Ces documents vont tous dans le même sens. Il s'agit pour le département de la Défense de se focaliser sur les campagnes en cours plutôt que sur ce que Robert Gates appelait en 2008 de succomber au syndrome de la prochaine guerre. Donc le premier objectif de la QDR de 2010, c'est bien d'être capable de gagner les guerres en cours. Alors, au-delà de la simple réponse aux exigences opérationnelles du terrain, il s'agissait pour Gates d'ancrer dans les armées des compétences qu'il estime indispensables aux conflits contemporains, mais qui traditionnellement sont délaissées et ont une place tout à fait secondaire dans les institutions militaires. Donc la révision des rôles et missions de 2009 réaffirme clairement que la guerre irrégulière est devenue l'une des 6 missions essentielles des armées et qu'elle n'est donc plus du tout le domaine privilégié des forces spéciales. C'est l'ensemble des forces classiques qui doit s'investir dans le développement des axes d'efforts prioritaires définis en 2010, à savoir la capacité de gagner dans les opérations de contre-insurrection, stabilisation, contre-terrorisme d'une part, et d'autre part le développement d'un deuxième aspect important de la défense, l'aspect plus indirect, c'est-à-dire tout ce qui va servir à renforcer les capacités des forces de sécurité de pays partenaires. Alors, ces missions, ces axes d'effort sont toujours valables aujourd'hui et ils continuent à être réaffirmés, mais la conception de la guerre irrégulière et son importance dans la stratégie ont clairement changé.
On le voit d'abord dans les priorités de défense qui ont été énoncées en janvier dernier. Elles marquent clairement la réorientation vers la préparation des défis futurs. Après le désengagement d'Irak, qui s'est terminé, celui d'Afghanistan se profile à l'horizon, se rapproche, et l'administration Obama poursuit naturellement en fait son objectif de dépasser les conflits actuels, un objectif qui figurait dans la National Security Strategy de mai 2010. Ensuite, on trouve aussi dans le document de 2012 entériner l'évolution d'une conception de la guerre irrégulière qui s'est faite sur quelques années. D'une part, l'idée d'une séparation nette en fait, entre les conflits classiques et les conflits irréguliers est désormais totalement abandonnée au profit d'une vision de confrontation hybride. Donc les armées doivent pouvoir entretenir un portefeuille de capacités élargies, selon la formule du document, qui va donc inclure aussi bien des moyens d'action classiques que des moyens adaptés aux opérations irrégulières. Et dans ces capacités irrégulières, on va retrouver la contre-insurrection, le contre-terrorisme, etc., mais aussi la cyberguerre. Donc là, on voit qu'on élargit le champ et on revient à des préoccupations qui ne s'appliquent pas seulement aux adversaires de la guerre contre la terreur. Et en fait, on peut dire que, compte tenu du problème que pose la définition du concept même de guerre irrégulière, la préférence a été de plus en plus pour une désagrégation de ce concept au profit des différentes composantes. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans la liste des missions prioritaires que doivent préparer les forces armées que le terme guerre irrégulière est associé au contre-terrorisme, qui va donc inclure les opérations directes et également l'assistance aux forces de sécurité partenaires, et que ce type de mission est placé en tête de la liste. Donc ça reste quelque chose de prioritaire. En revanche, en avant-dernière position de la liste, et il y a une liste qui est assez longue, on va trouver les opérations de contre-insurrection stabilisation. Et ce classement n'est pas, je dirais, anecdotique, il est soigneusement réfléchi puisque le rapport confirme bien qu'aujourd'hui, les armées américaines ne doivent plus être dimensionnées pour mener des campagnes prolongées de stabilité, même si elles doivent continuer à conserver des capacités pour de telles opérations limitées. Donc on voit bien qu'il y a maintenant un nouveau rééquilibrage en sens inverse de celui qui avait été entrepris depuis 2005. Et dans ce mouvement, c'est particulièrement la contre-insurrection qui est remise en cause. À l'inverse, les capacités qui sont associées au contre-terrorisme restent donc dans la liste des priorités, y compris en termes budgétaires et en termes de programmes. Donc ce sont ces capacités qui vont recevoir, qui doivent avoir un effort budgétaire privilégié. Et on va retrouver également tout ce qui concerne la coopération de sécurité, qui est aussi, je dirais, un deuxième axe d'effort privilégié. On retrouve très bien, en fait, dans ces priorités, les préférences de l'administration Obama en ce qui concerne l'emploi de la force américaine en général. Puisque on voit bien dans la conduite de la guerre contre Al-Qaïda, qui ne s'est absolument pas terminée, le discours a changé, mais la guerre se poursuit, que l'administration n'a pas souhaité poursuivre dans des campagnes longues, incertaines, qui impliquent un engagement massif de moyens, mais qu'au contraire, elle a privilégié le recours aux opérations directes, ce qu'on appelle les opérations de kill and capture ou le targeted killings, qui sont menées soit par les forces spéciales, soit par la CIA, et qui sont considérées comme un moyen beaucoup plus discret, économique, alors peut-être pas du point de vue financier, mais peut-être du point de vue politique, de poursuivre la guerre de façon plus discrète et limitée. Et en parallèle de ce choix politique de l'administration, on assiste également dans l'ensemble de la communauté stratégique américaine à un mouvement de reconsidération, de remise en cause des campagnes de contre-insurrection. Les principes de la doctrine de 2006, qui pendant un moment étaient considérés comme la solution miracle, un effort, une réflexion tout à fait innovante, sont désormais critiqués de toutes parts et pour des raisons assez diverses.
Mais on n'est plus limité à la critique du colonel Gentile, qui était pratiquement le seul à s'opposer à ce mouvement. On le voit s'étendre, y compris dans la Military Review, qui a été pourtant le vecteur du renouveau dans ce domaine. Et quant aux résultats, je dirais, de ces nouveaux principes de contre-insurrection, ils sont également revus aujourd'hui avec un certain scepticisme. Même le surge en Irak, finalement, on considère que si ça a réussi, c'est grâce à une conjonction tout à fait exceptionnelle de circonstances et non pas parce que intrinsèquement la doctrine serait parfaite. D'autant plus qu'en Afghanistan, les résultats se font attendre. Donc il y a une nette remise en cause des capacités dans ce domaine. Alors, on peut interpréter ce mouvement de révision, évidemment, comme la victoire des traditionalistes, des conservateurs militaires, un échec de la réforme que souhaitait Gates, en particulier des forces terrestres. Plus largement, je pense qu'on peut y voir vraiment le poids persistant de la culture stratégique américaine, aussi bien au niveau national, dans la façon dont les autorités politiques conçoivent l'utilisation de la force, que au niveau des institutions militaires elles-mêmes. Alors, peut-on dire pour autant que la parenthèse s'est refermée, les compétences acquises seront de nouveau oubliées par les institutions militaires? Alors, de ce point de vue, ma réponse va être un peu nuancée. D'abord, il faut souligner que cette question, elle se pose essentiellement pour les forces terrestres et plus spécialement pour l'US Army. La Navy et l'Air Force n'ont été que vraiment marginalement concernées par le débat sur la guerre irrégulière, même si elles ont produit de la littérature sur ce sujet. À l'inverse, les forces spéciales, le commandement des forces spéciales en particulier, est devenu l'instrument privilégié des engagements irréguliers, que ce soit dans l'action directe ou dans la formation des armées étrangères. Et on voit que ces moyens sont en constante augmentation, alors que ça se réduit pour les autres. Dans une position un peu intermédiaire, on va trouver les Marines, qui peuvent s'appuyer sur leur longue tradition pour revendiquer leur expérience de la contre-insurrection, une expérience historique dans diverses régions du monde, et en même temps leur partenariat naturel avec la Navy dans des opérations de combat classiques de plus haute intensité. Par ailleurs, le Marine Corps conserve toujours sa spécificité de force expéditionnaire, toujours prête au service du président, ce qui en fait donc un type d'armée tout à fait particulier. L'armée, par contre, se trouve dans une position délicate parce qu'elle n'a plus de mission naturelle sur laquelle se replier, si on peut dire. À la différence de la fin des années 70, il n'est pas possible aujourd'hui d'abandonner complètement les activités irrégulières. Du point de vue stratégique, on l'a vu au niveau des orientations nationales, mais y compris au niveau des forces armées, tous les services, les documents interarmés soulignent bien que les conflits à venir seront des conflits complexes dans lesquels il y aura une part régulière et irrégulière, si on peut dire. Donc on ne peut pas abandonner ce domaine-là complètement. Si on se place d'un point de vue sociologique, on peut aussi souligner que toute une génération d'officiers, de sous-officiers s'est formée dans les campagnes d'Irak et d'Afghanistan et que donc cette expérience restera avec eux tout le long de leur carrière. Et elle aura donc forcément un impact sur leur vision des opérations. Et d'un point de vue alors là, plus bureaucratique, l'armée peut difficilement aujourd'hui choisir de se recentrer sur la préparation de la prochaine guerre majeure, comme elle l'avait fait dans les années 70-80, où à l'époque c'était tout à fait légitime et compréhensible. Mais aujourd'hui, non seulement elle a perdu dans les campagnes de stabilisation une bonne partie de ses capacités de combat de haute intensité, et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est justement de les reconstituer, mais en plus de ça, les théâtres potentiels, eh bien aujourd'hui, ils sont à dominante maritime, aéromaritime, et donc ils ne lui laisseront de toute façon qu'une place limitée. Donc dans ces conditions, la transition, puisque c'est devenu vraiment le terme à la mode qu'on trouve dans tous les documents stratégiques, est particulièrement problématique pour l'armée et on voit bien qu'actuellement, elle ne semble pas vraiment savoir dans quelle direction s'orienter. D'un côté, on voit le développement des capacités de coopération de sécurité avec, par exemple, les brigades à vocation régionale dont la première doit être mise à disposition de l'Africom l'année prochaine en 2013. Et puis, de l'autre côté, la nouvelle doctrine qui a à nouveau changé d'immatriculation, si je puis dire, donc la doctrine qui s'appelle Unified Land Operations et qui est donc sortie fin 2011,
revient aux fondamentaux des opérations. Et elle fait même référence à Airland Battle, la doctrine des années 80, ce qui, il y a encore 2 ans, à mon avis, aurait été une hérésie totale. On ne pouvait pas parler d'Airland Battle. Et là, eh bien, c'est remis en avant dans le manuel. On a également la publication, donc très récemment, d'un manuel commun avec le Marine Corps sur les capacités d'accès, ce qui montre bien que l'Army cherche quand même à se repositionner dans le nouveau courant stratégique ascendant, si on peut dire, celui qui va vers le large, vers l'Asie, et celui que Philippe va développer maintenant. Merci beaucoup pour faire cette transition, puis aussi pour bien faire le lien entre, on a l'impression, la grande orientation stratégique, ce balancement vers le Pacifique, et son impact sur un point très particulier de l'organisation de défense. Donc maintenant, la parole à Philippe Gros, chercheur à la FRS, sur la partie complémentaire de cette organisation. Merci Xavier, merci Nicole. Effectivement, ce que je vais dire s'inscrit en 3 petits points, s'inscrit directement dans la suite de ce que dit Nicole. Point de réarticulation de la réflexion pour commencer. Partons en reprenant en compte ce que vient de développer Nicole principalement sur l'Army et les Marines. Partons du point théorique des moteurs du changement de posture des forces américaines. En fait, sur ces 30 dernières années, il y a 3 types de mécanismes de modification de la posture militaire américaine. Le premier, c'est un mécanisme de changement qu'on peut appeler transformation ou autre, c'est un mécanisme de changement d'opportunité technologique et qui ne répond pas nécessairement à un problème stratégique ou opérationnel précis. C'est typiquement ce que les forces américaines ont fait dans les années 90. Parce que la transformation, les fameuses idées liées à la révolution dans les affaires militaires, etc. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme qui nous est, nous, plus familier. C'est un mécanisme d'adaptation progressive, piloté par l'institution, à un problème stratégique ou opérationnel clairement identifié. C'est typiquement, par exemple, dans justement la doctrine de la bataille aéroterrestre, Airland Battle, dans les années 80. Mais c'est aussi plus récemment la façon dont les institutions tentent de prendre en compte, par exemple, le Unified Action, c'est-à-dire l'approche globale à l'américaine. Et puis le troisième mécanisme, qui peut se marier avec le deuxième, comme Nicole l'a expliqué là, dans les années 2000, c'est un mécanisme qui, là aussi, celui-là nous est très familier, c'est un mécanisme d'adaptation réactive de très court terme lié à une urgence opérationnelle. Donc là, c'est typiquement l'adaptation des forces américaines, ou la tentative d'adaptation à la contre-insurrection, et qui n'a pas nécessairement de pérennisation institutionnelle après, mais qui peut en avoir en tout ou partie de sa dimension. Alors quand on regarde par le prisme de ces 3 types de mécanismes, la situation est la suivante. Quand on compare la situation des différents services, de l'Army, des Marines, de la Navy, de l'Air Force et des forces spéciales. Durant la décennie 2000, on était confronté, en fait, on avait une situation où, sur la base de ce qu'a très bien expliqué Nicole, on avait l'Army et, dans une moindre mesure, également les Marines, qui étaient dans une logique tant d'adaptation progressive aux défis de la guerre irrégulière que d'adaptation très réactive aux impératifs opérationnels de la contre-insurrection. Ils avaient un problème à résoudre, ils mettaient les moyens pour le résoudre, doctrinaux, militaires, etc. Mais même si ça, le problème étant relativement contradictoire avec la résolution du problème étant relativement contradictoire avec la culture stratégique dont on vient de parler. Inversement, pour l'Air Force et pour la Navy, la tendance était à une poursuite de la transformation des années 90 sous d'autres formes, en l'élargissant au domaine notamment informationnel, au domaine cybernétique, mais on était sur une logique de mécanisme de modernisation qui était assez analogue à celle des années 90. Et puis, en quelques années, la situation change et s'inverse. En fait, pour la situation de l'Army, pour toutes les raisons que vient de décrire Nicole, la situation de l'Army fait qu'elle décroche de cette logique de modernisation, de changement de sa posture, liée à un problème stratégique clair. Elle n'a, pour l'instant, plus, avec la queue de comète de l'engagement en Afghanistan, avec la nécessité de devoir quand même continuer à maintenir des compétences en matière de guerre régulière, mais en même temps, enfin, avec toutes les raisons qu'a exposées Nicole, l'Army se retrouve dans une situation où elle se trouve dans une sorte de marais doctrinal.
où elle n'a plus vraiment de problème clair pour articuler son changement de posture, sa modernisation. J'en veux pour preuve le débat depuis plusieurs années sur, par exemple, la définition des besoins du nouveau véhicule de combat, le Ground Combat Vehicle. Vous savez que l'armée avait jusqu'à il y a quelques années le fameux programme FCS, Future Combat System, c'est-à-dire cette architecture high-tech liée à la transformation, la mise en réseau avec des systèmes très légers, déployables, qui devaient être éclairés par la situational awareness, les capteurs, et donc pareil à tous les coups, qui a sombré dans les sabres de l'Irak et de l'Afghanistan en termes de concept. Et donc maintenant, en fait, l'armée se retrouve dans une situation où la cristallisation de ce débat est assez claire, où il faut que son véhicule fasse tout. En même temps, il faut qu'il rentre dans l'avion pour être rapidement déployable, pour pouvoir justement accéder rapidement dans les zones, etc. Mais en même temps, il doit en même temps résister à des IED, mais en même temps, il doit tout faire, quoi, faire le café, etc. Et donc, à partir de là, la définition de ce type de besoin est impossible. C'est vraiment un symptôme. Pour le corps des marines, lui se retrouve de la même manière dans une situation qui se trouve totalement à l'abdiquer, c'est-à-dire qu'il retrouve ses racines expéditionnaires. Le général Conway, notamment, l'a remis sur ses axes, sa racine de corps d'opération amphibie, pour des opérations pour lesquelles il n'a pas de solution opérationnelle. Sauf que celle de faire de forces de diversion, là où il n'y a pas d'adversaire. Mais où là, effectivement, l'assaut trans-horizon est une réalité. Mais sinon, dans zone de déni d'accès, l'assaut tel que le conçoit le corps des marines, n'a pas de concrètement, c'est un problème opérationnel insolvable. En fait, au bout du compte, pour l'Air Force et pour la Navy, eux, cette fois, après avoir vécu pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années dans une logique de transformation, d'opportunités technologiques, c'est-à-dire on a les moyens, on a l'opportunité technologique, les systèmes d'information, etc. On poursuit la transformation sur ce mode-là, mais sans choix clair capacitaire. L'Air Force et la Navy renouent, quant à eux, à une logique d'adaptation à un problème stratégique clair. Ce problème, c'est ce que Valérie Niquet vous l'a développé sur le plan stratégique et politique, c'est évidemment les capacités chinoises. C'est comment faire face à l'expansion des capacités aéronavales, balistiques, cybernétiques chinoises. C'est l'aspect structurant. Je schématise à l'extrême. Naturellement, il y a d'autres problèmes. On pourra dire, oui, mais il y a d'autres, dans d'autres régions du monde, etc. Oui, mais le problème principal qui articule la réflexion et qui articule la stratégie de développement capacitaire, c'est celui-là. Alors, les éléments majeurs liés, parce que vous savez que Valérie Niquet a ce matin relativisé en gros dans l'analyse qu'elle fait de la portée réelle de la modernisation des capacités chinoises. Il est de fait que les Américains, eux, sont dans un discours beaucoup plus alarmiste sur ces capacités. Là encore, un bon exemple, c'est par exemple le fameux programme, très discuté quant au degré de sa mise au point, c'est le fameux programme de missiles balistiques anti-navires. Est-ce que les Chinois l'ont? Alors pas comme dit, ils l'ont testé, ils l'ont, mais beaucoup d'experts techniques disent en fait c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire la capacité des Chinois à tirer des missiles balistiques, leur seconde artillerie, à pouvoir directement frapper un mobile en mer, confère naturellement les mobiles, vous savez, les gros mobiles plats qui lancent des avions, plus exactement. Et donc en gros, est-ce que les Chinois auraient la capacité, en gros, à tuer un porte-avions américain à 1500 km de leur côte? C'est ce genre de système qui génère une littérature sans fin aux États-Unis et qui témoigne d'une obsession de ça. Donc la réponse américaine, Air Force Navy, à ça, elle est multiple. La première, c'est qui fait régulièrement beaucoup de bruit, c'est le fameux Air Sea Battle Concept, c'est-à-dire le concept de la bataille aéromaritime. Initiative conjointe Air Force Navy. On va dire Air Force en gros, puis Navy qui suit, on va voir pourquoi après, qui est en gros un concept visant à désarticuler dès le début d'un conflit, par la complémentarité des moyens aéromaritimes, également des actions dans le domaine informationnel, les capacités donc de déni d'accès et d'interdiction de zone. Déni d'accès, c'est au large, c'est quand l'adversaire vous empêche d'arriver sur le théâtre, et interdiction de zone, c'est quand vous êtes sur le théâtre, l'adversaire vous réduit votre liberté d'action, domaine maritime, aérien, etc. Donc c'est de pouvoir empêcher l'adversaire de mettre en œuvre ses capacités de déni d'accès par cette complémentarité de moyens. Donc voilà le concept. C'est un concept qui est très, en fait, au bout du compte, qui témoigne là, en fait, du retour en force
du triomphe, pour en dire certains, des partisans de la transformation dans les années 90. Ce sont les mêmes personnes. Quel est le think tank qui a principalement travaillé au profit du Pentagone sur la définition de cette idée et la diffusion de cette idée? C'est le CSBA d'Andrew Krepinevich. Krepinevich, c'est l'un des artisans de la notion de transformation dans les années 90. Quel est le relais de Krepinevich au sein de l'USAF? C'est Tom Ehrhardt. Tom Ehrhardt, c'est un ancien du CSBA qui est maintenant le conseiller du Chief of Staff de l'US Air Force et qui lui-même est totalement acquis à cette idée de ce type de concept et à la nécessité d'acquérir ces capacités de rupture, vraiment, de rupture technologique. Alors, à l'appui, justement, il y a un certain nombre de programmes qui ont été lancés. Un exemple, je ne vais pas tous les faire, bon, on va pas parler des programmes spatiaux, Xavier reviendra plus tard, il reviendra cet après-midi, les capacités de guerre informatique, on en a parlé. Il y a tout le travail dans cette logique de vulnérabilité des systèmes, des systèmes américains, la vulnérabilité du C4ISR, il y a tout le travail de résilience, de redondance des moyens. Et puis en lourd, ce qui coûte cher et qui témoigne de cette évolution de l'Air Force, c'est par exemple la prise en compte enfin sérieuse au sein de l'USAF des capacités de long range strike. Et que l'Air Force, ça fait 20 ans que l'Air Force dit « Ah oui, il faut qu'on modernise nos bombardiers ». Depuis qu'ils ont acheté 20 B2 qui coûtent leur poing en or, en fait, ils modernisent les capacités, mais si l'Air Force restait avant tout une armée de l'air de moyens tactiques. C'est-à-dire le cœur du débat, c'était justement l'importance à accorder à un programme comme le F-35, qui est un programme typique d'une armée qui exploite des capacités techniques sans avoir de problème stratégique clair à résoudre. Et quand on colle le F-35 au problème stratégique du délit d'accès, on se rend compte que l'appareil n'est pas si bien fait pour ça. Ça fait plusieurs années que les études le montrent. Il n'est pas suffisamment furtif, moins que le F-22. En termes de maniabilité, il ne vole pas mieux qu'un F-18, etc., etc. Et donc, au bout du compte, l'Air Force finit finalement par franchir le pas, par enfin, après plusieurs années d'hésitation, relativiser officiellement dans son discours, ça viendra dans les capacités, enfin dans les budgets après, l'attachement au F-35, pour vraiment mettre des moyens, cette fois, sur le développement d'un nouveau bombardier, d'un futur B3. Et donc l'Air Force met de l'argent dans le bombardier, met de l'argent dans les systèmes, met de l'argent dans une nouvelle génération de missiles de croisière. Donc là, on est vraiment, vous voyez, là encore, dans une bascule où on passe d'une réflexion stratégique neutre, pas très clair, à « j'ai un problème de délit d'accès, je me donne des moyens pour ». Et puis, pourquoi la Navy est moins engagée? Parce que la Navy, elle se heurte tout simplement à la réalité des moyens nécessaires pour contourner ce délit d'accès et avec sa structure institutionnelle, sa structure culturelle. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, le porte-avions, on ne va pas caricaturer, ne devient pas un dinosaure. Mais le porte-avions ne devient plus l'asset principal des forces navales. De quoi on a besoin? De missiles de croisière et de capacités sous-marines. Alors bien sûr, la Navy a développé depuis bien des années, vous le savez bien, de nombreuses capacités en matière de missiles de croisière, mais elle remet au goût du jour ses capacités, fait de nouveaux efforts depuis plusieurs années sur les capacités de garantie sous-marine. Mais il n'empêche que l'essentiel institutionnellement de la Navy, son centre de gravité, les joyaux de la couronne, ça reste les porte-avions. Et donc, dans le dernier, c'est donc une remise en cause assez drastique, fondamentale de la Navy, qui l'empêche pour l'instant, même si à la marge elle progresse, y compris dans les drones furtifs, et dans les programmes de drones furtifs, plus que l'Air Force d'ailleurs actuellement, mais qui l'empêche structurellement, fondamentalement, de faire son aggiornamento vers cette logique d'adaptation au déni d'accès et à l'interdiction de zone. Et puis ensuite, en croisant tout cela avec la quadrature du cercle budgétaire, je ne reviendrai pas sur les chiffres qu'ont évoqués respectivement Camille, Yves, là sur cette table ronde. Simplement pour dire la chose suivante, en termes d'efforts de défense, c'est que tous ces moyens vont coûter extrêmement cher et ne peuvent pas tous être payés compte tenu du défi budgétaire qui est posé aux forces américaines, à l'appareil de défense américain. Et actuellement, la situation de l'administration Obama, enfin dans les 487 milliards de dollars de coupe, ça signifie grosso modo, faut voir la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, ça signifie grosso modo que les Américains, en valeur réelle, n'augmentent plus leur budget.
pour continuer à financer tous les programmes, il fallait que le budget continue à augmenter. Actuellement, sur le plan réel, le budget américain, donc quand vous corrigez l'inflation, n'augmenterait plus. Ce qui signifie que, par rapport aux prévisions initiales, il baisse en termes relatifs. Et ça signifie qu'on ne peut plus se payer l'ensemble des moyens qui étaient prévus. Et puis en fait, au bout du compte, la question est de savoir, justement, avec les triggers, avec du Budget Control Act de 2011, justement, avec les coupes budgétaires, si le budget va réellement s'effondrer. Toujours est-il que les orientations prises actuelles avec le budget de 2013 et la programmation de 2013 à 2017, parce que avec le budget américain de la défense, chaque fois vous avez le budget, les dépenses prévues pour l'année en cours, enfin pour l'année qui vient, et vous avez une réactualisation de la programmation à 5 ans. Donc c'est sur ça surtout qu'on observe. D'ores et déjà, quand on agrège tous ces facteurs, donc il y a une sécurisation des programmes de frappe à long rayon d'action de l'Air Force, une sécurisation relative des programmes de guerre sous-marine, une sécurisation des programmes de porte-avions, c'est-à-dire de la nouvelle génération de porte-avions telle qu'elle est prévue. Mais inversement, vous avez, par exemple pour l'Army, le retour à une armée de moins de 500 000 hommes. Un retour à une armée de 480 000 hommes qui va perdre 8 de ses 70 brigades de combat. C'est énorme. Les Marines vont perdre un régiment d'infanterie, qui est, je dirais, l'unité de base, en termes de, quand on voit l'appareil de force des Marines, un régiment d'infanterie sur les 9 régiments. Donc les pertes sont moindres. Mais disons que, il y a une attrition énorme des forces terrestres qui sont déjà décidées. Et puis, comme l'a avancé Nicole, inversement, les forces spéciales, elles continuent. Le rythme de progression des forces spéciales et le reste est la seule institution, l'USOCOM est la seule institution à ne pas connaître, je dirais, de rupture majeure en la matière. Elle continue depuis 10 ans à croître comme elle n'a jamais cru tout au long de son histoire. Alors ensuite, quel avenir pour conclure? Moi, je m'inscrirai un peu en faux avec plusieurs, c'est-à-dire que moi je considère avec plusieurs remarques. On ne peut pas dire que quelque chose est irrémédiable. S'il y a une chose que nous apprend l'histoire, récente comme passée, c'est l'imprédictabilité totale des engagements futurs. C'est un système. Dans les années 90, personne ne parlait de coin. À l'état-major, il y avait toujours le type en fond de salle, en fond de réunion, qui disait dans le bullet, là, quand on lit ces engagements, on a oublié contre-insurrection. Ah oui, c'est vrai. Merci, contre-insurrection. Mais au-delà de ça, il n'y avait plus de réflexion. Tout le monde avait oublié. Et puis, il y a quelques années, quand on célébrait la guerre au sein de la population, regardez, War Amongst People, etc., les Américains, enfin, ils sont venus. Ouais. On se retrouve l'an dernier avec un engagement aérien de coercition sur la Libye, où pas de guerre au sein des populations, et on largue des bombes. Conclusion, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait dans 3 ans. On n'en sait rien. C'est pour ça que la prospective, pour alimenter la réflexion, est un instrument intéressant. La prospective évalue le champ des plausibles, pas le champ des probables. Alors, on a fait un exercice de prospective pour le ministère de la Défense sur l'appareil de défense américain il y a quelques mois. Et on a travaillé sur 4 scénarios, en fait. Travaillant sur les critères de l'engagement, de type de situation stratégique, du contexte économique, etc., etc. Et donc sur les implications de l'appareil de défense. Le premier, c'est un scénario de guerre froide avec la Chine. Alors, on a travaillé à horizon 2020-2025. Le premier, c'est un scénario de guerre froide avec la Chine. Et où là, on donne vraiment dans cette logique à fond de déni d'accès. Dans cette logique de déni d'accès au Global Commons et dans une sorte comme le disent les Britanniques, de Global Joint Operations Area permanente de confrontation dans cette logique de guerre froide. Le deuxième, c'est un affaiblissement clair du leadership américain qui s'accompagnerait, non pas d'un désengagement, mais qui s'accompagnerait d'un écartèlement asymétrique. C'est-à-dire où, en fait, la menace chinoise se relativise dans plusieurs années, atterrissage économique, en fait, les choses se détendent, et où les Américains se retrouvent aux prises avec de multiples défis qui ne sont plus suffisamment structurants pour leur appareil de force, et auxquels ils ont du mal à répondre du fait de leur affaiblissement en termes d'influence, donc il y a en termes d'options de basing, etc. Le troisième scénario auquel on a travaillé, c'est celui qu'on ne peut pas exclure. Ce n'est pas parce que pour l'instant les Américains disent on n'y retournera plus, c'est celui d'un nouvel engagement aéroterrestre massif. On peut toujours penser au wildcard dans quelques années, l'État qui s'effondre et où finalement l'administration
au pouvoir à ce moment-là estime nécessaire de finalement s'engager tout en disant qu'on vient là que sur le court terme. Les engagements, on sait quand on les commence, on ne sait jamais quand on les finit, tout simplement parce que les politiques sont incapables de définir des end states, des états finaux recherchés clairs. Des états finaux recherchés, clairs, pardon. Et donc, comment dire, on met le pied dans un engagement, on ne sait pas quand on se désengage. Donc, un nouvel engagement de grande ampleur aéroterrestre, relançant, dans une certaine manière, l'armée, les Marines, et relativisant d'un coup ces aspects de déni d'accès, il n'est pas à exclure non plus. Et puis le quatrième scénario qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'on se trouve dans une période potentiellement où en fait il n'y aura plus la menace, là encore, la menace perçue, hein, je précise, chinoise, asiatique, le grand jeu asiatique relativise. Il n'y a plus tellement au bout du compte de problématiques stratégiques structurantes, au-delà de ces problèmes permanents de guerre cybernétique, etc. Et la crise socio-économique prime tout. Et donc là, on aurait véritablement un effondrement notable, très clair, de l'appareil de défense américain. Dans les crédits, on irait non plus sur la teneur actuelle des 500 milliards de dollars de baisse sur les 10 ans, mais bien des 1000 milliards, où l'appareil de défense américain serait réduit à hauteur de 20, 30, 40%, parce que le cœur du problème serait le centre de gravité politique américain resterait définitivement sur les 10 ans sur la crise socio-économique que connaissent les Américains. Voilà les 4 scénarios sur lesquels on a travaillé. Et qui, pour 3 d'entre eux, chose intéressante pour finir, mettent en fait au bout du compte, quand on fait l'analyse systémique de ces scénarios, des implications, des différents facteurs, 3 d'entre eux mettent systématiquement l'Europe devant ses responsabilités et mettent systématiquement les partenaires européens devant une sorte de croisée des chemins sur le fait de prendre en compte, d'avoir un certain, de reprendre en compte un certain nombre de responsabilités dans leur sphère d'influence ou dans le traitement des dossiers sécuritaires. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour cette grille de lecture qui est bien utile pour se retrouver pour le non-spécialiste dans l'inextricabilité de l'appareil de défense américain. Alors, ce que tu as employé le mot de centre de gravité, on va prendre des questions. Je trouve ça intéressant parce que ce qui frappe quand même dans vos 3 présentations, en fait, c'est le sentiment de voir les États-Unis, à mon avis, penser différemment leur centre de gravité, justement. En tout cas, c'est ce qu'il y a de commun stratégique et militaire. Il s'agit, j'ai l'impression, finalement, que ce soit pour ce qui concerne l'OTAN, que ce soit pour les opérations irrégulières qui se transforment ou ce que tu as décrit, finalement, quand même. Alors, je ne sais pas si, je dis pas que c'est irréversible, mais agir de loin, de façon décisive, et éviter de s'engager de manière diffuse le plus possible. Enfin, on a l'impression qu'il y a quand même... Est-ce que ça traduit une forme de repli ou de rebasculement plus stratégique? C'est un peu la question que j'aurais finalement. Est-ce que tu as raison sans doute quand tu dis on ne peut rien écarter? J'ai l'impression quand même que ça traduit, en vous écoutant, en écoutant ces 3 présentations, un mouvement quand même de fond, qui est un mouvement politique, qui est un nouveau regard sur les équilibres de la planète quand même. Alors, on a l'impression que là, on rentre dans des cycles qui sont quand même des cycles longs, avec sans doute des micro-cycles dans le cycle long. Mais est-ce que, je ne sais pas, à la limite, j'aimerais bien avoir vos avis, peut-être chacun dans vos présentations respectives. Est-ce que vous pensez qu'on entre dans un cycle long de réévaluation par les États-Unis des équilibres géostratégiques planétaires? Ce serait ma première question. Ensuite, on prendrait les questions de la salle. Est-ce que vous voulez répondre ou tenter? Je voudrais juste, sur cette question, je trouve qu'en effet, l'idée de cycle long est extrêmement intéressant. Et je crois que le cycle long, ça implique aussi que nous acceptions à un moment donné que les États-Unis reviennent à leur politique traditionnelle, non pas d'isolationnisme, ça n'est plus possible, évidemment, mais à une politique beaucoup plus centrée sur ce qu'ils sont, sur leurs propres intérêts et sur leur absence finalement d'appétit à intervenir urbi et orbi, enfin n'importe où. Donc je crois à une espèce de balancier qui les ferait revenir, je le redis, non pas à une politique d'isolationnisme, mais à une politique presque, j'allais dire un petit peu à la Roosevelt en 1941 ou 1940. On sait qu'on peut intervenir, on sait qu'on devra intervenir, mais on ne le fait pas. Et on a mentalement, on est quand même dans un schéma de repli. Et ça correspond un petit peu à ce que... Moi, j'ai été frappé par ce qu'a dit notamment Philippe. C'est-à-dire que là aussi, le balancier, il est toujours là. Le balancier, c'est que l'US Army, traditionnellement, elle a toujours été à la recherche d'un rôle, d'une fonction.
on se souvient, entre les deux guerres, entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de rôle pour l'armée. Alors, on imagine des grandes manœuvres, dont je cherchais le nom, mais j'ai oublié. Louisiana Maneuver. Voilà, Louisiana Maneuver, merci. Où on imagine des scénarios pour essayer de voir ce que pourrait être l'US Army. Bon, on revient un petit peu à cette situation. De la même façon, alors en même temps, il y a des éléments qui sont empruntés aux dernières décennies et qui sont un petit peu nouveaux dans l'attitude américaine. C'est le besoin d'un ennemi. Et ça, c'est quand même le fruit de la guerre froide. Et le besoin d'un ennemi, on en cherche un, et il se trouve que les Chinois sont vraiment méchants, sont pas bien. Déni d'accès, etc., c'est intolérable. Donc on va utiliser la Chine, ou ce qu'est la Chine, ou ce qu'on pense être de la Chine, pour justifier une structuration des forces en fonction, évidemment, d'une analyse très poussée des moyens chinois, des capacités chinoises, et éventuellement de la volonté qu'on prête aux autorités chinoises d'avoir une position assez agressive. Donc il y a à la fois un retour vers le passé, si je puis dire, et puis en même temps, ce retour vers le passé, il ne peut pas faire fi de tout ce qui a été structurant dans la grande politique américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité d'un ennemi, la présence partout, parce qu'on a des alliés, on maintient des alliances. Donc il y a à la fois le passé qui revient, mais j'allais dire supplémenté par de nouveaux principes, et notamment celui d'essayer de définir un ennemi pour structurer sa politique de défense. Merci. Nicole, Oui, sur cette notion de cycle, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est vraiment intéressant. D'abord, il faut voir quand même que dans le domaine de la stratégie, il existe des modes, quand même. Ça, c'est important de le dire, et surtout dans la stratégie américaine. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui apparaissent à un certain moment, qui vont être portés par le courant. Tout le monde travaille dessus. Petit à petit, ils se diffusent auprès des alliés, ou ils sont diffusés volontairement ou par la porosité, et c'est des thèmes dont tout le monde parle et qui vont prendre de l'importance. Il y a eu la RMA, et puis ensuite la contre-insurrection, et puis aujourd'hui, donc on revient à quelque chose de classique. Mais les thèmes qu'on voit aujourd'hui, Air Sea Battle, ça rappelle quand même des concepts qu'on étudiait dans les années 90. Sur la contre-insurrection, on a mis l'accent sur le renouveau, sur le fait que c'était une réflexion entièrement nouvelle, mais qui a quand même repris largement dans les leçons du passé. Un certain nombre de débats qui se posent, en particulier dans l'US Army, sont des débats qui sont cycliques, en plus de ça. La question de savoir s'il faut des forces lourdes ou légères et comment développer des forces qui soient à la fois lourdes et légères, c'était un débat central des années 80, avec les divisions expérimentales qui ont été mises en place. Donc, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a des effets de mode qui vont mettre des thèmes, il faut que tout le monde s'y raccroche. Et puis, il y a des problèmes qui se reposent régulièrement. Et quand une mode est passée, finalement, on revient au problème de fond qui, souvent, n'a pas été réellement résolu. Mais donc, il y a une partie, je dirais, effectivement, de changements sur lesquels on peut revenir. Et là, la contre-insurrection, je dirais, d'une certaine manière, le temps de développement, il est quand même assez court. C'est 2005, en gros 2010. Donc ça a duré 5 ans. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de revenir beaucoup dessus. Donc la mode change vite parfois aussi. Mais sur le fond, il y a quand même probablement, moi je pense que dans le cas des États-Unis, l'idée de culture stratégique, même si c'est un concept sur lequel on peut discuter beaucoup du point de vue universitaire, savoir comment le délimiter, etc. Mais il y a quand même dans la vision que les États-Unis ont du rôle de la force, de la manière de l'utiliser, des tendances qui sont très longues et qui visiblement persistent, quels que soient les efforts d'adaptation, quels que soient les changements technologiques qui se produisent. Et effectivement, si cette notion a un sens, là, on voit bien que c'est ce qui donne à la stratégie américaine une sorte de continuité, quels que soient les cycles, justement, et les changements qui passent. Et le Pacifique, c'est là où s'est développée la stratégie militaire américaine à l'origine. C'est la région d'expansion naturelle, de développement de la puissance maritime américaine. La question de la place centrale du Pacifique, c'était aussi un débat majeur des années 80. Alors la réorientation, elle a eu plus ou moins lieu dans les années 80. Il semble qu'aujourd'hui, elle sera peut-être plus durable parce que, d'un autre côté, il y a tout ce dont Yves Boyer a parlé, le fait que l'Europe, quand même, a de moins en moins de poids. Et donc, il est de plus en plus, je dirais, naturel pour les Américains de tourner vraiment vers le Pacifique. Mais
de mon point de vue, il y a quand même des tendances longues qui persistent. Merci. Philippe, tu veux... Moi, merci Xavier. Je sais pas si on peut... J'aurais du mal à identifier comme ça des cycles longs. Je pense qu'il y a des facteurs structurels et il y a des tendances lourdes. Celles qu'on parcourt dans les documents de prospective. Par exemple, celles liées au nivellement en les prenant dans le désordre, la diffusion technologique qui aboutit quelque part, et pas de manière homothétique, hein. Ça dépend des problématiques, ça dépend de l'argent qu'on met, etc. Mais notamment dans le domaine cyber, c'est beaucoup plus clair dans le domaine cybernétique. Un relatif nivellement capacitaire. Il y a l'aspect que les Américains seront structurellement, dans le domaine économique, ça c'est une certitude, les 10 ans à venir, relativement moins riches que... là encore, il y a un nivellement, et il y a une multipolarisation, au moins en termes en termes économiques. Il y a aussi la question croissante de la compétition d'accès aux ressources qui va générer des défis, etc. Il y a, je suis entièrement d'accord avec Nicole, on a eu l'occasion de beaucoup travailler là-dessus ensemble, sur l'affaire de la culture stratégique américaine, qui nécessite, qui cultive justement l'antagonisme, stratégique. Et c'est pas simplement, on a tendance à réfléchir ça sous l'angle, oui, ça permet aux appareils de défense de subsister, etc. Pas simplement. La culture, ça va au-delà simplement d'une justification pour avoir des crédits. C'est une façon de voir le monde. C'est un prisme, il y a un référentiel. Et donc, à partir de là, le référentiel américain, c'est là où je dirais qu'il y a une grande différence avec l'Europe. Le référentiel américain, là où il est radicalement différent d'une autre, sur la façon d'appréhender ce qui constitue une menace ou pas à partir d'un même facteur. Et donc, c'est une posture qui est plus confortable en plus pour des institutions, pour penser un problème. Et une fois qu'on a trouvé un vrai problème, je veux dire, c'est plus confortable pour s'organiser, pour défendre ses intérêts, etc., etc. Même si à la base, c'est pas la défense des intérêts elle-même qui primerait fondamentalement. Ça va au-delà de ça, quoi. Ok, merci. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Alors, maintenant, la parole est à la salle pour d'éventuelles questions. Je vous en prie. Alors écoutez, on va commencer dans le fond et puis on évolue. Oui, l'amiral Fauché. Je voudrais poser une question à Monsieur Gros. D'abord, un petit chapeau. Le Pacifique, on en parle beaucoup. Seulement, il faut savoir que quand on navigue dans le Pacifique, ça m'est arrivé, on croise à peine un bateau par jour, surtout dans le Pacifique Nord. Deuxièmement, à l'ouest du Pacifique, et c'est l'ouest du Pacifique qui est important, il y a des milliers d'îles. Alors ma question arrive. La Chine, la véritable menace chinoise actuellement, et il y a eu un article de Mme Lasserre dans le Figaro, oui je la cite, c'est Hainan. Ça sera 5 fois l'île Longue, 20 sous-marins nucléaires. Alors, les Américains vont développer leur porte-avions Nimitz 3. C'est 100 000 tonnes, etc., des gros machins, bien, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Quelle est la réflexion américaine vis-à-vis de la menace sous-marine chinoise, qui risque d'être plus importante que la menace sous-marine soviétique des années 70 ? Merci. Alors, Philippe, je propose qu'on prenne encore 2 questions, puis on reviendra. On note bien la première question. Allez-y, voilà, je vous en prie. Et puis on prendra la question de la personne devant vous. Oui, entre vous. Voilà. J'avais une petite question sur la coopération européenne en matière de cybercriminalité. On se souvient des émotions du Parlement européen sur cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis une autre petite question sur la Turquie, si on a le temps. Est-ce que les États-Unis ont radicalement changé leur posture sur la Turquie vis-à-vis de l'Europe, demandent moins à l'Europe vis-à-vis de la Turquie plutôt, et quel est leur positionnement dans le nouveau rôle et les réflexions qu'a la Turquie sur son positionnement au Proche-Orient? Merci. D'accord, très bien. Une dernière question, puis après on va répondre à l'ensemble. Oui, c'est une question plus pour M. Boyer. C'était l'idée que, Jacques Hubert-Odier des Échos, c'était l'idée que vous avez parlé de lent dépérissement de l'OTAN. Et je voulais savoir si dans ce dépérissement, la question de l'Afghanistan ne pourrait pas être un accélérateur, où on voit très bien l'Alliance, qui est une belle structure, qui fonctionne bureaucratiquement très bien pour diriger une coalition de 41 pays. Mais le jour où elle perdra cette fonction, finalement, est-ce que ce ne sera pas un véritable accélérateur? Et puis, juste en petite question, est-ce que, plus généralement, la question de l'Afghanistan ne peut pas avoir un poids sur l'opinion publique pour justement changer la posture
stratégique des États-Unis, comme on l'avait vu après la guerre du Vietnam ou comme on l'avait vu après l'opération somalienne, où le poids de l'opinion publique a été tel que l'armée américaine que le Pentagone a dû revoir une stratégie plutôt vers un repli. Très bien, merci. Donc on va répondre dans un premier temps. Monsieur Le Vipin, oui. Merci. Vous avez le micro qui... Je voulais poser une question. Est-ce que vous ne croyez pas que la stratégie américaine actuelle se résume à l'idée du leadership from behind, c'est-à-dire qu'on ne se mettra plus en avant compte tenu des expériences libyennes, syriennes, égyptiennes, et que finalement on va diriger le monde, mais vu de l'arrière, sans trop se mettre en avant. Merci beaucoup. Donc je pense que là on a une bonne panoplie de différentes interrogations. On peut peut-être commencer, Philippe, par répondre à la question concernant le Pacifique. Alors, concernant la menace sous-marine chinoise, je dirais, mon impression est que c'est en fait la plus ancienne qui est prise en compte par les Américains depuis, c'est la première généalogiquement sur ces 20 dernières années. Depuis justement l'incident de 93, où il y avait un sous-marin chinois qui avait émergé en 93 dans le Kitty Hawk, qui avait eu ça avait occasionné une crise locale où il y avait failli, au dire des observateurs, il failli y avoir emploi de la force. Et il est évident que les groupes porte-avions, enfin dans la littérature américaine, il y a cette problématique permanente que les groupes porte-avions représentent la vulnérabilité critique de l'appareil de force américain, avec les torpilles remontées de sillage, etc. Et donc, d'autant que dans le même temps, l'appareil anti-sous-marin, l'appareil dans son ensemble, de défense anti-sous-marine américaine, a été laissé en friche sur beaucoup d'aspects, parce qu'il n'y a pas que les programmes de sous-marins. Il y a derrière toute la recherche hydrographique, il y a tous les investissements en termes de différents mécanismes de détection, etc. Et donc tout ça a été laissé en friche largement dans les années 90. Les Américains ont éprouvé le besoin, dès le début des années 2000, de rempoter un peu ces moyens-là, la Navy, parce que, comment dire, qui était entièrement focalisé sur la projection de force, missiles de croisière, munitions de précision, etc. Intégration avec l'US Air Force, etc. Dans la logique de tempête du désert, enfin pour remédier aux problèmes liés à la guerre du Golfe. Et donc la Navy, elle, qui a laissé ça, la guerre anti-sous-marine en plan, en fait, pendant les années 90, met les bouchées doubles, en gros, pour essayer de récupérer ses compétences, son expertise, et puis pour les modernisations des différents systèmes. Sachant que ce problème-là est toujours pas, dans la réflexion américaine, il reste absolument... Il reste vivace, mais il a été dépassé en tout cas dans le débat, il a été dépassé depuis peu, justement par la menace balistique sur les mêmes groupes porte-avions. C'est-à-dire que la menace sous-marine, on s'y est habitué dans le discours, on sait que c'est une vulnérabilité critique. Il y a même un bouquin écrit en 2007, je crois, par Thomson, qui a recensé tous les cas où en exercice un porte-avions était coulé, soit dans l'exercice aérien, soit par les sous-marins, à brûlot contre le sentiment de supériorité, ce qu'il estimait le sentiment de supériorité de la Navy, où il a recensé dans tous les exercices le cas où un sous-marin allié avait coulé un porte-avions américain. Et donc évidemment, ça a été quelque chose de très discuté, et où remettant donc, je dirais, mettant l'accent sur la vulnérabilité des Américains dans ce domaine et leur retard, notamment leur difficulté à s'adapter, notamment à toutes aux adversaires potentiels utilisant des sous-marins à propulsion diesel. Enfin voilà. Ouais, peut-être sur un ou deux points sur sur l'OTAN. Moi, je ferais bien la différence sur l'OTAN en termes sur deux choses différentes. À mon sens, il faut décorréler dans la problématique otanienne, je dirais la valeur normative. Il y a trois choses. Il y a la puissance normative otanienne, la diffusion, on va dire, doctrinale, procédurale, etc., qui est fondamentale et qui va bien au-delà de l'OTAN, qui va même jusqu'en Asie. N'importe quel pilote de combat, maintenant, fonctionne selon la même logique. C'est ce que l'ATO, l'Air Tasking Order, enfin, c'est la même norme otanienne partout. Le deuxième aspect, c'est de décorréler la logique politique de gestion d'un engagement
de l'OTAN, qui, elle, est effectivement en chute libre. Pour l'Afghanistan, c'est les Américains qui gèrent et l'OTAN qui entérine. Pour la Libye, ce n'est pas l'OTAN qui a géré politiquement. Et la structure de commandement et de contrôle, qui, elle, est un instrument, l'instrument de guerre de coalition sous langue politique, l'instrument de commandement et de contrôle le mieux rodé. Le mieux rodé, modulo ce qu'on s'est aperçu avec la Libye, à savoir que finalement les composantes, par exemple, au hasard d'un engagement, on se rend compte que la composante aérienne de la NRF 16, Izmir, Poggio Renatico, finalement, c'est pas si efficace que ça, et qu'en fait, dans la pratique, quand on les met vraiment au feu, pour contrôler une opération, en fait, on se demande qui a certifié le KO à ce moment-là, parce qu'en fait, donc il y a des mécanismes, et ça, l'OTAN l'a pris en compte en termes de retour d'expérience, mais bien différencié, donc, cette structure de commandement et de contrôle qui est utilisable dans des logiques à géométrie variable de coalition politique et la structure de pilotage politique. C'est deux choses différentes à mon sens. Okay, merci Philippe. Yves, peut-être pour revenir sur les trois éléments. L'Afghanistan, à mon avis, a montré que le hors-zone avait des effets extrêmement corrosifs sur l'OTAN. Dès qu'il s'agit du hors-zone, on y va parce que on veut complaire à ses alliés, on veut show the flag, c'est très bien, mais on voit que les intérêts stratégiques ne sont pas au rendez-vous. On a été en Afghanistan, pourquoi? Pour les valeurs, parce que les valeurs en Afghanistan ont vraiment changé, on peut en douter. Et puis, quant à l'engagement des forces en Afghanistan, c'est vrai que c'était largement quelque chose qui avait été délégué dans son commandement aux Américains, et qu'au final, chacun y allait en assortissant sa présence de ce qu'on appelle les caveats, c'est-à-dire je veux bien faire ceci, mais je ne veux pas faire cela. Donc ça montre quand même une alliance un petit peu désorganisée. Et puis, cette alliance désorganisée, en même temps, sous la pression américaine, elle s'est considérablement élargie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais si on prend l'OTAN à 28, c'est le traité de Washington, certes, rajoutons les pays membres du dialogue méditerranéen avec l'OTAN, les pays membres de l'initiative de coopération d'Istanbul, les pays du partenariat pour la paix, on n'est pas loin de 60 à 70 pays qui, en effet, sur un certain nombre de domaines, notamment militaires, se sont normalisés, ont adopté un certain nombre de normes. Alors, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que par ailleurs, il y a un dépérissement, mais on voit donc cette OTAN, entre guillemets, qui s'élargit et qui vient buter sur la Chine. Alors, la Chine, est-ce que c'est notre ennemi ? Alors, on a parlé d'Hainan. Enfin, Hainan, à ce que je sache, c'est un territoire chinois. Et qui est-ce qui se trouve auprès du territoire chinois ? Est-ce que les Chinois se trouvent auprès d'Hawaï ou auprès de la côte californienne? Non. Donc, je veux dire, il faut quand même qu'on voit un petit peu, qu'on ait peut-être une vision un petit peu plus politique de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Et cette idée de guerre froide avec la Chine, moi, c'est une idée qui me paraît un petit peu étrange, parce que la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis résultait d'une situation historique tout à fait bien définie, et c'était une situation dans laquelle les deux protagonistes n'avaient aucun lien économique, aucun lien financier, et je dirais même aucun lien culturel, ce qui n'est pas le cas dans la relation entre la Chine et les États-Unis. Il y a toujours eu un tropisme américain à l'égard de la Chine, même une grande sympathie des Américains à l'égard de la Chine, y compris d'un point de vue culturel. Il y a une interpénétration financière et commerciale entre les deux pays, ce qui rend l'idée de guerre froide, même si elle est possible, ça la rend quand même fortement improbable. Et donc, nous, en Europe, si on considère que la seule perspective en matière de sécurité dans le Pacifique, c'est un antagonisme croissant entre la Chine et les États-Unis, je trouve que ce serait un pari bien hasardeux. Il y a d'autres solutions possibles, il y a d'autres hypothèses possibles. Et je pense que l'hypothèse la plus dure, la plus vigoureuse, c'est-à-dire, par définition, les Chinois sont l'ennemi de demain, je trouve que c'est extrêmement dangereux, que c'est extrêmement incompatible même avec la réalité chinoise, et Valérie en a parlé un petit peu ce matin, mais je crois que cette réalité chinoise est très compliquée, y compris en politique intérieure, et de grâce, ne désignons pas à l'avance un ennemi hypothétique qui n'est pas forcément en réalité le vrai ennemi auquel on sera confronté à l'avenir. Une question complémentaire, peut-être pour reprendre une question qui a été faite, c'est la posture américaine vis-à-vis de la Turquie. Est-ce qu'il y a quelle est un peu l'évolution
Oui, là c'est pas bon. Je ne suis pas vraiment spécialiste de la Turquie, mais il me semble que tout le monde ne peut que constater que la Turquie regarde de plus en plus vers l'Asie centrale. C'est le retour du pantouranisme, hein, quelque part. C'est le retour de l'histoire longue. Et que finalement, cette Turquie, on veut l'aménager parce qu'elle a cet accès à l'Asie centrale. C'est un pays en plein développement démographique, économique. C'est un pays central d'un point de vue géopolitique. Et puis, c'est un pays qu'on considère que l'on peut encore manœuvrer. Et j'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer entre les Américains et les Iraniens. Où, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, finalement, les Américains ont cherché à établir un lien direct avec les Iraniens pour parler d'un tas de problèmes difficiles, évidemment. Et ils ont utilisé différents canaux, et notamment le canal turc. Mais ce que ne savaient pas les Turcs, c'est que les Américains, au demeurant, avaient déjà établi en bilatéral un canal direct avec les Iraniens. Et à cette occasion, les Turcs se sont sentis un petit peu floués par les Américains. Donc, ce qui complique quand même la relation déjà difficile entre Washington et la Turquie. Merci Yves. Nicole, peut-être sur la question du leadership from behind oui. Des Américains. Oui, et puis en faisant le lien avec la question qui a été posée aussi sur l'impact de l'opinion publique sur la réorientation stratégique, sur l'abandon des engagements massifs, parce que c'est deux choses qui, à mon avis, effectivement, vont un peu ensemble, même si ce n'est pas le seul lien. Alors, le poids de l'opinion publique, c'est vrai qu'il est important dans la mesure où, effectivement, ça fait partie, je dirais, c'est un des éléments liés à la culture américaine, puisque cette opinion, c'est aussi elle qui est gardienne de cette vision de l'emploi de la force. Et les Américains, effectivement, traditionnellement, considèrent on peut légitimement utiliser la force lorsqu'il s'agit vraiment de se défendre contre des menaces clairement identifiées, d'où le soutien massif après les attentats du 11 septembre à toute la campagne de guerre contre la terreur, tant que ça paraissait effectivement être une réponse légitime à un danger clair contre la sécurité des États-Unis. Il est certain qu'à partir du moment où les campagnes d'Irak puis l'Afghanistan dégénèrent en des engagements dont on ne voit pas très bien quelle va en être l'issue, dont on n'est plus très sûr que ça ait directement un lien avec la sécurité, surtout depuis qu'Oussama Ben Laden a été tué, à partir de là, l'opinion publique ne soutient plus massivement, voire désapprouve la poursuite de tels engagements qui coûtent beaucoup de l'argent, qui coûtent des vies humaines, parce que même les soldats qui rentrent blessés sont généralement blessés de manière extrêmement conséquente et donc vont avoir le reste de leur vie gâchée pour beaucoup dans ce genre de conflit. Donc tout ça, ce sont des considérations effectivement qui jouent et qui font que la population ne soutient pas ce type d'engagement et par conséquent, ça amène les autorités politiques à prendre en compte ce point puisqu'il faut se faire réélire. Et puis, je dis, ça fait quand même partie de la culture nationale, l'idée qu'on ne va pas faire tuer des gens pour rien. Et donc, ça amène, je dirais, c'est une des justifications peut-être à cette posture de leading from behind qu'a adopté l'administration Obama, en particulier pour la Libye. C'est-à-dire quand il n'y a pas vraiment d'intérêt majeur des États-Unis qui sont en jeu, eh bien, on va faire le minimum. On va engager les moyens qui sont nécessaires là, à l'appui des alliés parce qu'il fallait quand même que les États-Unis interviennent et qu'il est certain que le régime libyen n'avait pas de raison d'avoir un soutien des États-Unis, mais l'engagement minimal tolérable et acceptable en période en plus de ça, de crise budgétaire, il est évident qu'il n'y a pas de raison de s'engager massivement dans ce type d'opération secondaire. Mais il faut dire aussi que ça dépend beaucoup aussi du style de présidence. Hein, et que là, ça correspond assez bien visiblement au style du président Obama, qui n'est pas du tout contre l'utilisation de la force. Hein. On voit les fuites dans les journaux récemment, toute la campagne d'explication de la manière dont se déroule la guerre contre Al-Qaïda montre bien que c'est un président qui n'hésite pas à faire assassiner assassiner, je ne vais peut-être pas utiliser ce terme, à faire tuer des ennemis des États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, effectivement,
Mais sa conception donc, de l'engagement des opérations, c'est plutôt quelque chose qui va être ciblé, discret, aussi économique, hein, si je puis dire entre guillemets, que possible, et qui ne va pas justement vis-à-vis de l'opinion entraîner des débats qui pourraient être politiquement désagréables. Mais il n'est pas évident qu'un autre président, hein, qu'un républicain qui lui cherchera peut-être justement à casser l'image d'Obama et à montrer que l'Amérique est revenue après ces 4 ans d'affaiblissement considérable, eh bien, il peut reprendre une posture beaucoup plus visible, hein, et chercher à reprendre le leadership, cette fois depuis l'avant et non plus depuis le siège arrière. Merci. Juste un petit point, si tu permets. Oui. Par rapport à cette affaire de Lead from Behind, en complément de ce que dit Nicole, il y a aussi une différence fondamentale, c'est que les Américains, dans leur culture, un des aspects, un des multiples traits de la culture stratégique américaine qu'on voit tout le temps, c'est la nécessité de prévaloir quand on s'engage. Et donc, cette aptitude qu'ont les Européens à se mettre dans des conflits, alors l'exemple caricatural est celui c'était le Tchad. Même pas il y avait une end date et pas d'end state en 2008. Donc, à s'engager dans des conflits sans aucune logique stratégique de résolution que ce soit. Après, les Américains peuvent se tromper dans leur logique de résolution, comme avec l'Irak, l'Afghanistan, c'est très clair. Mais le Vietnam, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble à un end state et quelque chose qui ressemble à une stratégie. Ce que les Européens, dans leurs engagements, tendent à oublier, de ne pas définir. On s'engage pour s'engager, pour montrer le drapeau, pour machin, etc. Mais en fait, on ne sait plus trop pourquoi et pourquoi faire vraiment. Et quand vous regardez, quand vous retirez du scope l'engagement en Irak et en Afghanistan, qui initialement correspondait à un intérêt réel américain. Vous regardez, la Libye n'est pas très différente au bout du compte. Enfin, si, elle est très différente, mais c'est quelque chose qui a un point commun, par exemple, avec l'engagement de la lutte contre la piraterie. La piraterie, et les Américains, malgré les discours d'Hillary Clinton régulièrement au Congrès, voilà, les pirates, il y en a assez parce qu'il y a un bateau américain qui a été concerné, et donc on a dû prendre, etc. En dehors de ça, quand vous regardez sur le long terme, depuis 2008, que la communauté internationale, via les 3 task force, s'engage dans la lutte contre la piraterie, les Américains, là aussi, il y a une forme de lead from behind. C'est les Européens qui sont au charbon principalement, via Atalante. Les Américains pilotent en reine courte ACTF 150, mais sinon... Il laisse les Coréens du Sud, hein, prendre les Turcs, prendre le commandement leur CTF. Et l'OTAN, sur l'OTAN, il contribue à peine. La task force de l'OTAN. Et en fait, au bout du compte, les Américains, politiquement, là encore, il y a une forme de lead from behind, parce qu'on est sur des engagements très longs, des engagements stratégiquement mous, alors même que la piraterie constitue l'archétype de la culture stratégique, enfin du dénominateur culturel européen en termes stratégiques, du dénominateur commun entre les partenaires européens, engagement légitimé par 10 000 résolutions de l'ONU, où il n'y a pas d'ennemis désignés, où on fait de la police internationale, vraiment quelque chose qui rassemble tout le monde, consensuel au niveau européen sur le plan. C'est quelque chose sur lequel les Américains vont être forcément très en retrait, justement, pour tout cette... Alors, dernier point qui a été soulevé, et puis on a entendu utiliser le terme à plusieurs reprises entre la première table ronde et celle-ci, les Global Commons. Et dans les Global Commons, il y a cette idée de cyber quand même. Aujourd'hui, on parle quand même beaucoup, c'est la cinquième dimension, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ah, pardon, je vous en prie. C'est un aspect des choses. Merci à vous. Mais je ne sais pas qui veut répondre sur l'aspect iranien. Sur l'aspect iranien, je pense que, on est souvent en Europe, on est parti sur une hypothèse de durcissement, voire de confrontation avec l'Iran. Moi, il me semble que la politique du président Obama, en tout cas depuis 1 an, c'est d'essayer de trouver les voies et moyens de réengager des discussions avec les Iraniens, parce que finalement, il n'y a pas eu de dialogue direct entre Américains et Iraniens depuis une vingtaine d'années. Hein.
Donc la politique Obama, c'est d'engager les Iraniens et d'essayer de trouver une solution politique à cette crise liée à la prolifération. Parce que je pense que la crise iranienne, c'est pas un problème technique. Alors bien sûr, c'est fondé sur des aspects techniques, le programme nucléaire iranien, le programme balistique iranien, certes, mais derrière ça, il y a une dimension politique. Et je veux pas botter en touche, mais la semaine dernière, il y a eu un article remarquable dans le Financial Times de Phil Stevens sur précisément la crise iranienne, le rôle des États-Unis. Et cet article, de mon point de vue, est extrêmement intéressant parce qu'il met en évidence la dimension politique et finalement les assurances politiques que voudraient avoir les Iraniens. Et s'ils ont ces assurances politiques, eh bien, on peut imaginer qu'ils restent en deçà du seuil. Et donc le problème est fondamentalement politique. Et il me semble que l'administration Obama, et c'est apporté à son crédit, a tout à fait compris cet aspect des choses et essaye, malgré les difficultés et malgré des impasses possibles, de tisser un lien productif avec les autorités iraniennes. Merci. Donc tout dernier point quand même pour ne pas garder cette question sans réponse, sur le cyber. Sur le cyber, la problématique en ce qui concerne pardon ? Le cyber. Je sens que le repas va être... la numérisation. Oui, monsieur le directeur adjoint. Donc le cyber. Donc cette dimension chez les Américains, le point de bascule, je pense, a été... point de bascule s'est opéré aux alentours des années 2006, 2007, 2008. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu plusieurs incidents majeurs de rupture de sécurité, notamment il y a eu ce virus qui a infecté une grosse partie des unités de CENTCOM et des unités déployées, et qui a provoqué un véritable traumatisme. C'est ça qui a provoqué en fait la réforme américaine visant à tenter d'intégrer l'ensemble des moyens via la mise en place de Cybercom. C'était une sorte de mini Pearl Harbor informatique, et qui a amené donc les Américains à concentrer l'ensemble des moyens de lutte informatique au sein de Cybercom, et non pas Cybercom, parce que je cite. Et donc le Cybercom étant un commandement qui dépend du US Strategic Command, et le Cybercom étant en même temps dirigé par le patron de la NSA. Vous voyez la convergence des moyens. Sachant que c'est quelque chose dont les officiels américains, les militaires américains au Pentagone disent qu'ils se relèvent la nuit apparemment. C'est devenu leur préoccupation majeure. Tout en sachant, et pour travailler directement sur un des aspects liés à ces aspects des multiples domaines des Global Commons actuellement, que la prise en compte du domaine, de ce domaine cyber dans les états-majors en termes de guerre informatique, malgré la littérature énorme, elle est quand même confrontée à un problème de manque d'expertise réelle sur le plan des attaques et de la défense informatique, déjà dans le monde militaire. Il y a le monde des opérations, des activités informatiques, et il y a le monde militaire, certes gros consommateur de C4ISR depuis pas mal d'années, depuis 20 ans, 30 ans, mais en même temps où la prise en compte des spécificités dans l'analyse du risque, des spécificités dans la nature de la relation attaque-défense, etc., dans l'appareillage, dans la prise de décision militaire, est quelque chose qui a énormément de mal à s'effectuer. C'est extrêmement difficile, parce que voilà. Merci, je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement on pourra en parler beaucoup. Sur le cyber quand même, je pense que très récemment, les Américains comme les Anglais ont quand même pris conscience du caractère assez puissant des attaques, on va dire. Ah, bien sûr. Oui. Et je pense que ce que tu décris comme effectivement, enfin, moi je vois de l'avenir pour les hackers, hein, mais ce que tu décris comme un manque de culture militaire, c'est en train d'être rattrapé à marche forcée quand même dans les appareils militaires et ailleurs sans doute. Donc merci en tout cas, merci pour vos questions. Je crois qu'on peut applaudir nos participants.